votre rendez-vous mensuel, les talk shows au restaurant Marcus. De vaillants intervenants vont nous partager leurs expériences aujourd'hui, mais également un magnifique échantillon des auditeurs de la YouJob, l'émission La passerelle entre l'employeur et l'employé. Mesdames et messieurs, je pense que vous portez très bien partout où vous nous suivez, en République démocratique du Congo ou en dehors du pays. Vous nous suivez à travers notre fréquence radio ou via la web radio. Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit, des vaillantes interventions que nous allons attendre. En face de moi, déjà, un public magnifique. Est-ce que vous pouvez applaudir pour vous-même? Je l'ai dit, à côté de moi, de vaillants intervenants. Alors, de gauche à droite, Monsieur Christopher Mukoka, vous pouvez bien sûr prendre votre micro. Et Madame Goretti Kat. Monsieur Christopher, vous accompagnez des entrepreneurs. Vous avez écrit surtout un livre il y a une année qui nous parle des idées de business en République démocratique du Congo, principalement à Kinshasa, des idées qui pourraient bien marcher. Madame Kat, vous êtes entrepreneur, vous êtes aussi facilitatrice et pour ces échanges, nous sommes très pressés de vous écouter, surtout pour ces thématique, insertion professionnelle et entrepreneuriat, Kinshasa, est-ce une aubaine d'opportunité? Madame Kat, je pense que vous devez tenir votre micro aussi. C'est un débat, je le rappelle, ce sera très participatif. Vous qui êtes avec nous, le public aura bien sûr la possibilité d'échanger. Il faudrait suivre intelligemment afin de réfléchir. Nous sommes en direct sur la 94.7 en ce moment et n'oubliez pas cet aspect. Monsieur Christopher, je vais commencer avec vous. Je vais directement poser cette grande question. Est-ce que vous pensez que Kinshasa est une aubaine d'opportunité? Je l'ai lu. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont lu, mais peut-être il y a d'autres qui ne l'ont pas encore lu. Votre livre qui nous parle de 50 idées de business. Mais après, vous pensez que Kinshasa est une aubaine d'opportunité? Oui, oui, je pense que Kinshasa est c'est une véritable terre d'opportunités parce qu'il suffit de regarder le nombre d'habitants qu'il y a. On parle de quoi, 15 millions, 20 millions de temps en temps. 15 millions presque, oui. Alors, si chaque habitant dépensait en moyenne $2 par jour, ça fait combien? Si c'est 15 millions d'habitants, ça fait 30 millions de dollars qui sont dépensés tous les jours. C'est dans le transport, c'est dans la nourriture, c'est dans les crédits, c'est dans toutes ces choses. Et donc, forcément, il y a des entreprises derrière qui récupèrent ces sommes. Lesquelles? Donc, forcément, c'est une terre d'opportunité. Moi, j'y crois. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Alors, en partant simplement avec sa démographie, Kinshasa est une aubaine vraiment d'opportunité. Selon Monsieur Christopher Mukoka, 15 millions d'habitants, c'est chaud. On va entendre l'avis de Madame Kat. Vous partagez le même avis? Oui, et moi je crois que je vais vraiment aller dans un sens, je pense que Christopher va beaucoup s'atteler sur... Je suis entrepreneur aussi, mais je crois qu'on parle aussi d'insertion professionnelle. Voilà. Je crois que c'est plutôt là que je suis assez calée. Et je pense que oui, pas seulement pour la création d'entreprises, mais aussi pour pouvoir trouver du job. Parce que plusieurs fois et très régulièrement, il y a l'affaire pour pouvoir trouver du travail à Kinshasa, c'est super compliqué. Pour pouvoir avoir un job correct, c'est super compliqué. Mais en fait, il y a bel et bien des personnes à Kinshasa qui ne manquent juste jamais de l'emploi. Je parle en connaissance de cause. Il y a des gens qui n'ont jamais qui n'ont jamais demandé de l'emploi et l'emploi est venu vers eux. Donc, ce serait vraiment de savoir ensemble, est-ce que Kinshasa, c'est possible? Oui, à Kinshasa, c'est possible. Comment? Je crois que c'est durant cette session qu'on va en parler. Oui, déjà, je pense que c'est une question qui se fait anticiper. Et je pense qu'on va continuer sur cette logique. Mais comment? Il y a des gens, bien sûr, qui ne manquent pas de travail, qui ne manquent pas des contrats. Il y a toujours des marchés. Et comment? Vous avez la réponse exacte? Mais bon, on est là pour en parler, je pense. On va en discuter, oui. Oui, bien sûr. Je peux déjà y aller. Bien sûr. On va aller étape par étape parce que c'est vraiment une recette de grand-mère, je pense. Il y a une question de compétence au niveau des standards. Le piège vraiment dans lequel on tombe, c'est que nous avons fait, je ne sais pas vous, moi j'ai fait l'université ici. Toute mon éducation, elle est complètement ici. J'ai eu beaucoup de chance parce que l'école primaire et secondaire, je l'ai faite au village. Je dis beaucoup de chance parce que c'était un village de prêtres et donc c'était très rigoureux.
quand je reviens à Kinshasa pour pouvoir faire l'université, je m'aperçois que moi, la villageoise, j'avais un certain niveau que ceux qui étaient peut-être en ville n'avaient pas nécessairement. Là-bas, ça a vraiment été l'école. Et ensuite, à l'université, je ne sais pas pour vous, mais on a appris tout, sauf les compétences réellement dont on a besoin. Bon, maintenant, moi, je pense que Zéphie, tu le sais, j'étais plutôt une étudiante brillante, mais j'ai découvert, après avoir fini l'université, que j'étais, malgré mes distinctions à l'université, que j'étais quand même médiocre sur le plan professionnel. Oui. Pourquoi? Ah, ok, sur le plan professionnel. Exactement. À l'université, carré. Ça va, mais quand vous arrivez dans l'univers professionnel, il y a une question de standard. Vous pouvez bien avoir une certaine compétence en designing ou vous avez une certaine compétence en journalisme, mais il y a une question de standard. Si vos standards en termes de compétences n'atteignent pas la demande sur le marché de l'emploi, vous allez simplement attirer les personnes qui sont à vos standards aussi. Or, les jobs à vos standards sont de $100 le mois. Vous voyez un peu. Ce qui signifie, c'est que plus vous haussez le niveau des standards de vos compétences, vous attirez des opportunités à ce niveau-là aussi. Quand on va sur LinkedIn, il y a beaucoup d'offres d'emploi. Qui a déjà fait un tour sur LinkedIn en termes d'emploi? La question, quand vous finissez de lire une offre, vous-même, on connaît le sentiment, non? Est-ce que j'ai les compétences à ce niveau? La question n'est même pas les opportunités, en fait, parce qu'il y en a. Mais la question, c'est est-ce qu'on a les compétences au standard des opportunités qu'il y a à Kinshasa, en fait? La question, c'est les compétences. Alors, est-ce qu'il y a des compétences? On va revenir vers vous, mais je pense d'abord écouter aussi la réaction de M. Christopher. Qu'est-ce que vous pensez de la réaction de Kat? Ce n'est pas une question d'opportunité, mais une question de compétences. Et viendra la question, est-ce qu'il y a exactement des compétences? Mais on tend déjà vers un non. En ce qui me concerne, je travaille beaucoup avec des chefs de PME basés ici. J'ai aussi des entrepreneurs, des amis. Moi-même, avec les filiales que nous avons, on fait pas mal de choses. Ce que je peux vous dire, c'est que je ne connais pas aujourd'hui un chef d'entreprise qui cherche pas qui veulent, qui cherchent des gens avec qui travailler. Mais le problème, c'est que l'offre de travail des personnes qu'on a en face ne matche pas les besoins des entreprises. C'est vraiment ce qui a été dit, mais c'est ça. Que ce soit au niveau des grandes entreprises, parce que dans les grandes entreprises, il y a aussi le problème de l'expérience. Mais en fait, qu'est-ce qu'on veut derrière l'expérience? Une espèce de chose qui nous garantit qu'il y a un minimum de compétences. Voilà, 3 ans, 4 ans. Mais en réalité, c'est la compétence qu'on cherche. Mais au niveau de PME, c'est pareil. On cherche aussi des compétences, mais malheureusement, il n'y en a pas. Il n'y en a pas beaucoup. Ensuite, il y a aussi la façon de postuler. C'est comme si, moi j'ai fait l'université ici aussi, je pas étudié au village, j'ai étudié à Bombay. Mais je me rends compte que on ne nous a pas appris à postuler tous les jours. Je pense qu'au moins tous les 2 jours. En ce qui concerne le B2 Group et nos filiales, c'est pratiquement tous les 2 jours qu'on reçoit des demandes d'emploi. Tout le jour. Tous les 2 jours, pratiquement. On reçoit des demandes, des candidatures spontanées. Malheureusement, Beto Group ne peut pas employer tout le monde. On peut pas employer tout le monde, mais aussi, il faut se le dire, la manière de candidater est mauvaise. Okay. Vous avez quelqu'un qui vous écrit, vous ne faites même pas l'effort de savoir ce que vous faites réellement, et c'est juste vous écrit, bah, bonjour, j'espère que vous allez bien, je cherche un boulot. Dans quoi? Je ne sais pas. Votre entreprise fait quoi? Je ne sais pas. Donc, les gens sont toujours en mode, moi je cherche un boulot, donnez-moi du boulot. Parfois les gens en appellent à votre métier. Qu'est-ce que vous allez apporter à mon entreprise? Vous êtes une charge. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Voilà. Vous êtes employé, vous êtes une charge pour l'entreprise. Les gens n'arrivent pas à s'imaginer qu'en fait, ils doivent être un apporteur de votre. Voilà pourquoi je vous demande $X. Donc il faut penser qu'il y a un problème des compétences aussi, oui. Un problème des compétences et en même temps, les opportunités, Je pense que je peux même ajouter une chose. Il y a, en termes de compétences, il n'y a pas que les compétences techniques ici, il y a aussi les compétences comportementales en fait. On est des Bantous, on est très sociaux, mais alors peut-être le côté négatif, c'est qu'on a tendance à être très sentimental et émotionnel au niveau du travail. Quand on vous fait une remarque, vous la prenez personnellement.
Par exemple, quand vous dites que vous avez travaillé très dur, même si vous avez travaillé très dur et que le résultat n'est pas celui qu'on attendait, vous n'avez pas été compétent. En fait. Il faut bien comprendre. Il y a un résultat qu'on vous a demandé. C'est pas parce que vous êtes sur un travail et qu'à la fin, le travail pour vous, il est convaincant, mais si ce n'est pas ce qu'on attendait de vous, vous n'avez pas atteint les résultats. Il faudrait avoir assez de flexibilité pour plutôt poser la question, OK, qu'est-ce que je dois arranger, qu'est-ce que je dois améliorer, et très rapidement s'adapter. C'est vraiment très mental. Mais alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on a tendance à être sentimental. Tout le travail que j'ai fait, il n'a même pas remarqué, on n'a même pas observé cela, et pourtant, on me juge, pourtant, je suis quelqu'un de sérieux, d'investi. Si vous êtes investi, mais que vous êtes mal investi, vous ne produisez pas les résultats, en fait. Il y a vraiment une question aussi de mentalité, de ne pas être sentimental, de vraiment rester focus sur le travail et les objectifs. Si on vous fait une remarque, vous n'apprenez pas personnellement, mais vous adaptez. Cette flexibilité, cette mentalité de je change de position très rapidement pour convaincre, pour atteindre les objectifs, ce n'est pas non plus quelque chose qu'on a appris malheureusement, mais c'est quelque chose qu'il faut rapidement apprendre pour survivre dans cet écosystème. Sinon, on aura trop de blessures intérieures pour rien. J'espère que vous êtes en train de noter et de comprendre ce qui s'est dit ici. Les opportunités, il y en a, mais il y a parfois un problème de mentalité. Il y a aussi les problèmes surtout des compétences. Les opportunités, il y en a où le trouver. Bon, vous avez publié il y a une année presque un livre qui retrace quelques opportunités. Quel est l'effet derrière ces livres plusieurs mois après sa publication? Alors, il faut dire que le livre, c'était pour moi une réponse à une question récurrente. C'est-à-dire que ça fait pratiquement un peu plus de 7 ans que je fais du business ici, que je conseille des gens, mais j'ai toujours dans mes messages des personnes qui m'écrivent, surtout sur LinkedIn, voilà, j'ai 5 000 $, dans quoi j'investis, j'ai 10 000 $, dans quoi j'investis, j'ai 100 $, qu'est-ce que je vais faire, patati patata. Alors, pour moi, écrire le livre, c'était de montrer, en tout cas pour ceux qui voulaient entreprendre, parce qu'en réalité, il y a une nuance entre investir et entreprendre. Voilà. Il y a une nuance. Donc, mais pour ceux qui veulent entreprendre, qui veulent le challenge, c'était de réussir à synthétiser des idées de business qui étaient pertinentes pour l'environnement dans lequel on est. Alors, j'en ai recensé 50, mais en fait, je pouvais mettre 200 idées. Il fallait malheureusement... Mais c'était les 50 meilleurs. 50 meilleurs, oui, mais aussi, il fallait respecter le nombre de pages. Je voulais faire deux, trois autres éditions. Mais je voulais aussi toucher... Parce qu'en fait, vous savez... Pour ceux qui n'ont pas encore vu la couverture du livre, il est là. Donc, je voulais aussi toucher un certain public parce que je ne pouvais pas rester sur des idées qui nécessitaient d'avoir 20 000, 30 000, 40 000 $. Mais je devais essayer de passer en revue des idées qu'on pouvait lancer avec 100 $, avec 200, et aussi des idées pour lesquelles il fallait forcément 50, 60 000. Donc, c'est ce choix-là que j'ai eu à opter pour arriver aux 50 idées ici. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une opportunité, en réalité, s'apprécie par rapport à soi. Donc, on peut regarder une opportunité du marché, mais ça ne veut pas dire qu'elle est une belle opportunité pour soi. La première démarche, avant d'arriver au niveau des idées, c'est de se poser la question de ce qu'on veut, de ce qu'on sait faire, des compétences qu'on est prêt à acquérir, des faiblesses qu'on a et de la vision sur le long terme qu'on a aussi. Donc, c'est tous ces éléments-là qu'on regarde et c'est seulement après avoir fait cette introspection, maintenant qu'on regarde quelles sont les opportunités qu'il y a sur le marché et on fait l'intersection entre les deux pour trouver les meilleures opportunités. Et d'ailleurs, maintenant, je pense que c'est la question que tout le monde pose ici. Le livre a été publié, mais quels sont les résultats? Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont acheté après, qui ont appelé par la suite, j'ai vraiment lu les livres, j'ai aimé et j'ai gagné par rapport à ça, ou bien, et aussi en termes de, parce que c'est un livre, c'est en même temps vendu, en termes de retour commercial, il y a des retours critiques. En tout cas, au niveau des critiques, j'ai envie de dire 99% de ceux qui l'ont acheté sont satisfaits. Pourquoi? L'idée, ici, l'objectif, ce n'est pas un business plan qu'on vend là. C'est des idées, m'a synthétisé au niveau des modèles économiques et puis je vous donne mon avis sur les avantages, les inconvénients, les risques aussi. Alors, les gens qui l'ont acheté en conséquence de tout, c'était de savoir quelles sont les idées qui peuvent marcher ici, quels sont les risques. Mais aussi ceux qui étaient les plus malins ont compris qu'il y avait moyen de faire des passerelles, de jeter des passerelles entre différents modèles économiques. C'est-à-dire que par exemple, vous verrez, je crois dans le livre, il doit avoir une idée, il s'agit par exemple d'ouvrir une chaîne YouTube. Combien de gens, je ne sais pas si on peut poser des questions. Bon. Combien de gens aujourd'hui, par exemple, savent comment on gagne de l'argent de la radio? C'est quoi le modèle économique de la radio? Comment ils font de l'argent? Qui sait? Oui, bon, personne. Personne ne sait.
Oui, beaucoup de gens ne savent pas ça. Mais en fait, il y a beaucoup de business qui ont des modèles économiques différents, mais qui peuvent emprunter les modèles économiques d'autres business. Donc, dans ce livre, il y a aussi cette passerelle-là. Je sais que très peu de personnes ont vu cette opportunité, mais il y a cette passerelle-là. Sur le retour commercial, je crois qu'on a un peu plus de 60 000 dollars de livres vendus. Plus de 60 000 dollars. 60 000 dollars maintenant. Wow. Parce que le livre ça s'applaudit quand même. Merci. Parce que le livre se vend quand même à 33 dollars, c'est pas donné, c'est pas pour tout le monde. Mais je me dis que quelqu'un qui veut investir, qui veut lancer un business, forcément va investir, va dépenser de l'argent. Et s'il a du mal à payer 33 dollars, ça veut dire qu'il aura du mal aussi à lancer peut-être. On va revenir en tout cas dans le contour de ces livres. Alors quand vous êtes la Public Relation et Activity Manager à University, et University qui accompagne aujourd'hui des entreprises naissantes, est vraiment une véritable opportunité, il faut l'affirmer. Comment ça se passe pour être accepté chez vous? Ok, déjà, Ingenious City est un incubateur d'entreprise. Je ne sais pas si tout le monde connaît. Un incubateur d'entreprise, effectivement, incube. C'est-à-dire prend des jeunes projets et les accompagne jusqu'à un certain stade pour les lâcher effectivement et pouvoir croître. Donc, il y a plusieurs incubateurs d'ailleurs, ce n'est pas le seul, mais puisqu'on va parler de celui-là, ce qui se passe, c'est qu'on a des programmes préconçus. Et d'ailleurs, la participation est gratuite en fait. C'est-à-dire qu'on a vraiment, généralement, il suffit de s'abonner aux différentes pages d'Ingenious City sur toutes les plateformes, hein, LinkedIn, Facebook et tout ça. Et annuellement, on publie en fait des offres comme ça. Vous pouvez vous postuler avec votre idée d'entreprise. Et si vous êtes sélectionné, d'ailleurs, Christopher fait partie des membres du jury pour certaines cohortes, en fait, votre projet va être jugé par des entrepreneurs qui ont déjà des business, qui vont vraiment évaluer si votre projet est crédible ou pas. Et si vous passez toutes ces étapes, vous avez 6 à 8 mois, parfois même on va à 10 mois d'accompagnement. Vous avez un espace de coworking qui vous est disponibilisé, Internet. Vous avez accès à des masterclass donnés par des experts dans plusieurs sujets, marketing, comptabilité, investissement et tout ça. Vous avez accès à un LMS avec plusieurs formations de renforcement de capacité en leadership d'entreprise et beaucoup d'autres éléments. Vous avez des mentorings individualisés. Bref, vous avez beaucoup de choses. Mais tu sais, Klaus, la chose qui m'impressionne, négativement. Oh c'est que toutes les masterclass sont ouvertes au public, c'est-à-dire que le programme, lui, il est fermé, d'accord, à ceux qui ont été sélectionnés, mais les masterclass sont ouvertes au public. On n'a jamais eu 100 personnes, en fait. Malheureusement. Jamais. Le problème, c'est la communication ou bien c'est le genre Si, on communique vraiment énormément. On a des ambassadeurs dans les universités, on communique dans des milieux même des organisations. On est descendu sur terrain, beaucoup de choses. Mais seulement, on a l'impression, je ne sais pas, je crois que beaucoup de gens ont peur aussi. Ou encore, il y a beaucoup de préjugés. Hein, ce genre de choses, ça ne marche pas vraiment et tout ça. Je ne sais pas très bien expliquer, mais... Encore une fois, c'est souvent des opportunités, mais que beaucoup de gens ne saisissent pas, en fait, pour plusieurs raisons. Je ne sais pas très bien lesquelles, pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons. Plusieurs raisons. Il y a j'écoute certains parler du fait qu'aujourd'hui, dans des conférences, des gens ne font que parler, mais sans réellement s'ouvrir aux autres. Est-ce que ça peut être une raison? Il y a quelqu'un qui vient parler, par exemple, à des jeunes femmes. Voilà, moi j'ai fait ceci, j'ai fait ceci, mais en fin de compte, qui ne veut pas s'ouvrir. Après la conférence, elle n'est pas d'accord avec toi pour un projet. J'ai entendu quelqu'un dire ça. Je ne dis pas que c'est la réalité. C'est ce que je disais au départ, évitons d'être sentimental. La personne n'est pas venue pour être votre amie. Elle est venue pour vous transmettre des compétences. Quand elle est venue, elle vous a donné une masterclass, elle vous a donné toutes les instructions et en plus gratuitement. En tout cas, la tendance qu'on a, que moi aussi j'ai eu pendant très longtemps, c'est je veux être proche de cette personne pour qu'elle me communique un peu plus. C'est une très bonne idée, mais cette personne est occupée. Et ce jour-là, c'est vous qui venez. Mais à chaque fois qu'elle participe à une activité, imaginez le nombre de personnes qui vont lui écrire après pour être proche d'elle. Soyons réalistes. Le plus important, c'est de construire nos business si on est en entrepreneuriat. On prend ce dont on a besoin chez cette personne. À la limite, chaque relation est un rendez-vous du donner et du recevoir. Essayez de voir comment vous lui apportez aussi de la valeur. Et commencez par ça. Introduisez votre
faites une introduction avec quelque chose qui l'intéresse. En allant voir Christopher, par exemple. Si vous venez en disant, j'ai un business qui marche, qui fait du chiffre, par exemple, $1000, et je pense être quelqu'un qui pourrait être intéressant pour les personnes qui voudraient investir. C'est une approche. Vous lui faites comprendre que vous voulez faire partie du réseau de ces entrepreneurs qui pourraient avoir accès à ces investisseurs. Ça donne quand même quelque chose. Vous venez en pensant à l'autre. Ouais. Donc, la tendance de « je ne suis pas accompagnée », c'est très... Excusez-moi, mais c'est un peu sentimental. C'est un peu sentimental. Restons focus sur les objectifs. On vient, on apprend ce dont on a besoin et ensuite on continue. Et si jamais on voudrait avoir une approche, essayons toujours, d'accord? Mais ce serait aussi très intelligent de venir d'abord avec une valeur ajoutée aussi, pour la personne vers qui vous voulez vous adresser. Ce n'est pas nécessairement que vous allez lui donner de l'argent, d'accord? Mais avoir un positionnement. Voilà, il y a une valeur. Une certaine valeur pourquoi à partager. Pourquoi pas aussi s'intéresser à vous, voilà. Exactement. Peut-être juste s'intéresser à ce que la personne fait. Peut-être n'est pas juste venir en mode « je veux puiser », ok? Je voudrais venir prendre chez vous, quoi. Je voudrais pomper votre énergie. Écoutez, ce sont des humains qui ont aussi des défis comme tout le monde, en fait. Et plus les responsabilités sont grandes, plus les défis aussi sont énormes. Il faudrait vraiment soigner l'approche. Moi, je crois que c'est vraiment une question de soigner l'approche et aussi de bien comprendre, vous êtes allé à cette masterclass, pourquoi? Si vous avez reçu les informations pour votre progression, avancez. Avancez. J'aimerais bien réagir. Souvent, je vois des gens qui commentent, ils disent, quand il y a une masterclass, ils disent, est-ce qu'il y aura un brevet? Vous allez les gens s'intéressent plus au brevet oui, qu'au contenu qu'à la matière. Vous allez à une masterclass qui est sur une thématique liée à l'entrepreneuriat. Comment lever des fonds, comment vendre son projet, comment ceci, comment ceci. Mais il y a toujours des gens qui sont intéressés par, est-ce qu'il y aura un brevet à la fin? Mais pourquoi? Qu'est-ce que vous allez faire avec le brevet? Vous allez mettre ça sur votre CV pour aller postuler quelque part et dire oui, j'ai assisté à cette masterclass. Ou est-ce qu'il y a déjà un problème de mindset? Moi, j'ai envie de dire, s'il n'y a pas beaucoup de gens, c'est parce qu'au fait, si on doit se le dire, c'est pas tout le monde qui peut être entrepreneur. Malheureusement, on peut communiquer, on peut aller dans une salle de classe avec 10 000 élèves, 10 000 étudiants, si vous voulez. Dans le lot, c'est peut-être 1%, 2, 3, 4% des gens qui ont vraiment cette aspiration, qui ont cet appel, si on peut l'appeler, si on peut dire ça comme ça. C'est ça, malheureusement, notre contrainte, c'est que pendant un bon moment, l'entrepreneuriat, c'est l'effet de mode. Tout le monde en parle, il faut être entrepreneur, il faut être entrepreneur. Mais les gens ne savent pas pourquoi, les gens ne savent pas exactement c'est quoi être entrepreneur, et ils ne voient pas le risque derrière, les difficultés, ils ne savent pas pourquoi. Parce que moi, quelqu'un qui me dit, voilà, il faut un brevet à la fin d'une conférence sur l'entrepreneuriat, je me dis, il est vraiment passé à côté, il n'a rien compris. Il y a quelque chose qui cloche, quoi. Alors, vous accompagnez chaque année plusieurs projets, plusieurs entrepreneurs et investisseurs. Certainement, c'est parce qu'il y a de la matière, aussi de l'expertise. Vous avez aussi publié ces livres. Et après, c'est vrai, il y a un problème de compétences, mais il y a quand même certains qui sont compétents, mais qui se retrouvent aujourd'hui sans boulot. C'est une réalité aussi quand même. C'est vrai ou c'est faux? Parce que là, il y a beaucoup de gens qui mentionnent ces faits. Nasa licencié, Nameki n'a continué à CVO apité, Nasa liboyé, mais en tout cas, rien ne marche. Ont-ils raison ces personnes, ou ces gens qui tentent cela? Oui aussi, il faudrait qu'on se le dise, les systèmes même en termes d'emploi, si on reste seulement à Kinshasa, que c'est la ville dans laquelle on est, c'est pas facile en fait. C'est là que moi je pense qu'il y a une compétence soft skills qu'il faut savoir développer. Parce qu'on pense compétence, malheureusement les gens pensent seulement compétence technique. Il y a la compétence de savoir se créer des opportunités. Aïe. Ça, c'est une compétence, tu ne l'as pas à Kinshasa, t'es mort. Tu ne l'as pas à Kinshasa, t'es mort. En termes d'emploi, je parle bien en termes d'emploi. Il faut avoir... Il y a beaucoup du côté humain qu'il faudrait savoir. Il faudrait être fort en réseautage. Il y a des gens qui ont dit... j'ai participé à une session comme ça, on m'a invité à donner une session avec des jeunes à Massina, notamment sur les questions des jeunes, et quelqu'un qui disait, mais pour avoir au Congo de l'emploi, il faudrait avoir des relations. Mais c'est vrai. Si tu n'as pas de relation, crée-les. Crée-les. Les personnes qui ont un réseau ont travaillé pour avoir ce réseau. Avoir un réseau, ce n'est pas facile. Il faudrait savoir entretenir ce réseau. Il faudrait savoir avoir moi, par exemple, j'ai une fiche Excel et donc mes relations sont bien organisées. Je sais que ça, c'est côté investissement. Et il y a une colonne importante, ça, c'est mon avis. Valeur ajoutée à mon réseau. Wow.
Ça, je pense que quelqu'un est en train de noter ça. C'est très important. C'est très important. C'est important parce que si vous avez ça, même si vous êtes, vous n'avez pas d'emploi, mais que vous avez continuellement une valeur ajoutée à apporter, les gens vont vous chercher. Parce qu'on pense inverse. On pense j'ai besoin qu'on me donne. Et les gens sont plutôt en quête aussi des gens qui doivent leur donner. Quand vous êtes en position de donner, vous créez des... S'il y a une compétence qu'il faudrait développer pour avoir accès à de l'emploi à Kinshasa, c'est vraiment la compétence de savoir se créer des opportunités. Ce n'est pas les plus techniques qui se trouvent de l'emploi. Personnellement, je ne pense pas avoir été la personne la plus technique. Mais c'est vraiment une question de stratégie, de savoir bien construire son réseau, d'avoir des valeurs ajoutées et comprendre vraiment ses forces. S'appuyer sur ce qui est très fort chez vous. D'accord? Et n'est pas nécessairement s'appuyer sur ce que... Là, sur ce plateau, je suis entrepreneur aussi. Mais en tout cas, je ne peux pas oser en parler autant que Christopher, parce que c'est vraiment sa force. Mais en même temps, Christopher est vraiment entrepreneur. Mais en termes d'employabilité, je ne sais pas s'il a stressé autant que moi pour pouvoir me créer des emplois. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment que vous discerniez dans chaque environnement où vous entrez. Faites une forme de... Ne soyez pas pressés. Faites une forme de carte, de map. Voici comment cet environnement est. Voici comment les opportunités qui existent, les personnes qui sont les plus influentes ici, les forces que j'ai, les valeurs ajoutées que je peux apporter. Si je n'en ai pas encore, il me faut combien de temps pour les créer? Je me donne 6 mois pour créer ces valeurs ajoutées et seulement au bout de 6 mois, je vais m'attaquer aux leaders d'opinion, pas m'attaquer avec eux. Okay. Leur apporter la valeur ajoutée. Il faut être assez stratégique, il faut avoir la mentalité de savoir ce qui est important. Surtout pour le conseil, il ne faut pas être sentimental. Il faut vraiment respecter objectif, stratégie et puis y aller. Ça va marcher. Quelqu'un l'a compris, c'est-à-dire qu'en dehors des compétences que nous avons par rapport à nos domaines d'activité, vous devez avoir aussi des soft skills. Comme vous l'avez mentionné, notre compétence, par exemple, vous savez vous comporter avec les gens, vous savez créer des relations, vous savez rester à l'affût et c'est pas déranger quand même. Donc c'est aussi très important. Ça, relation, courageux. Quand tu n'es pas courageux, c'est compliqué. Mais il y a une autre question, savoir aussi sentir, je vais même dire comme les chiens en tout cas, avoir un peu ces flairs-là d'aller vers de bonnes opportunités. Quelles sont les caractéristiques d'une bonne opportunité? Déjà, moi j'ai envie de dire les caractéristiques de celui qui arrive à trouver les bonnes opportunités. Et la première caractéristique, c'est l'empathie. L'empathie. C'est cette capacité à se mettre à la place des autres. Moi, quand je monte sur une moto, je parle au motard, je lui dis tu gagnes combien? Comment les choses se passent? Qu'est-ce qui est difficile? Quand je monte dans un VTC comme Carnaio, je pose la question, vous gagnez combien? Comment ça se passe? Comment le système marche? Quand je vais au marché pour acheter quelque chose, je demande à la maman, Mkolo, ponduezote kama, est-ce que c'est les tomates? Est-ce que quelqu'un le fait ici? C'est comment? Il faut être empathique. En fait, c'est la règle de base. C'est-à-dire que on ne peut pas être entrepreneur et être égoïste. Ce n'est pas possible. On ne peut pas être entrepreneur et être narcissique. Vous n'en trouverez jamais. Même l'entrepreneur le plus orgueilleux du monde, c'est quelqu'un qui a de l'empathie pour ses clients. Parce qu'il sait et il leur donne ce qu'ils veulent. C'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment d'arriver à un moment de se dire, bon, qu'est-ce que les gens veulent? Je suis étudiant, mais les gens dépensent tous les jours. Ils achètent quoi? Ah, ils achètent de la nourriture. Ah tiens, ils achètent des unités. Ah tiens, il y a des gens qui veulent faire des booms. Ils voudraient se retrouver. Il y a des gens qui sont timides. Ils ne savent pas parler aux filles. Il y a des gens qui ont besoin de cours d'encadrement parce qu'ils sont nuls dans telle ou telle matière. Et vous vous posez la question par rapport à vos compétences pour dire, bon voilà, maintenant, qu'est-ce que moi je peux faire par rapport à tous ces besoins que je trouve dans l'écosystème? Ah tiens, moi je peux aider. Bon, pardon, moi je parle bien. Je vais aider mon ami à draguer des filles. Hein. Je vous donne pas ça comme exemple à suivre forcément, mais c'est pour être terre à terre. Et pourquoi pas commencer à donner des cours derrière? Moi, je connais quelqu'un, je ne vais pas le citer, mais c'est un grand cadre. Il avait déjà 40 ans, mais il ne savait pas parler aux gens. Il ne savait pas parler à la gente féminine. Et il était prêt à payer 300, 400 dollars pour apprendre, pour qu'on le mette dans cet état. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des vrais problèmes. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui cherche les problèmes qu'il y a sur le marché et qui se dit, est-ce que ces problèmes sont suffisamment pertinents pour que les gens déboursent de l'argent pour ça? Et si oui, est-ce que je suis en mesure, moi, de résoudre ce problème? Si oui, sous quel angle? Et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on démarre.
Voilà, je pense que ça se comprend. Mais avant de poursuivre avec mes questions, je sens qu'il y a la fin dans le public de poser aussi des questions. On va prendre quelques questions. Mohamed va en tout cas nous aider. On va prendre quelques questions. Vous soulevez juste la main, vous vous présentez et vous posez votre question et aussi à qui vous l'adressez. On va commencer avec qui ouais, on commence, il y a deux mains. Vous vous présentez et vous posez la question. J'espère que le micro est allumé. Voilà, on commence alors avec mon frère. Vous vous présentez, vous posez la question. Oui, je suis Carpe Diem Moulossi, étudiant à l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa. Ma question est adressée à M. Christopher. Vous avez réaffirmé ici que Kinshasa est une aubaine d'opportunités. Alors, ma question est de savoir quelles sont les opportunités. Pardon. Gardez le micro, hein, pour oui, voilà. Quelles sont les opportunités que Kinshasa peut offrir pour l'insertion professionnelle de l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat? Quelles sont les opportunités que Kinshasa offre? Les opportunités intéressantes, oui. Les opportunités intéressantes. Là, c'est comme un résumé de votre livre. Oui, mais en même temps, il a rajouté insertion professionnelle. Ça va embrouiller. On peut reformuler la question. En gros, c'est quoi? Comment devenir entrepreneur? Est-ce qu'on peut devenir entrepreneur ici dans la ville? Dans quel domaine? Oui, dans le domaine, c'est que nous jeunes, parce que lorsque vous dites vraiment que Kinshasa est une aubaine d'opportunités pour nous les jeunes, c'est bien bon, mais nous avons certains défis. Nous avons le défi économique, nous avons le défi sociaux plutôt et tout et tout. Et ça nous embête, nous les jeunes. Mais lorsque vous réactivez... Ok, donc si je comprends votre question pour paraphraser, c'est pour dire que voilà, insertion professionnelle, c'est aller maîtriser le milieu professionnel. Et puis entrepreneuriat, c'est créer quelque chose qui pourrait régénérer des bénéfices. Maintenant, votre problème, c'est qu'ici à Kinshasa, est-ce que Kinshasa produit vraiment ces opportunités qui te permettent de te développer en même temps qui te permettent de créer une boîte? Voilà, c'est ça. Exact. J'ai envie de dire oui. Honnêtement. Moi, j'ai un problème avec ma femme. Je ne sais pas si elle me suit. Le problème, c'est que moi, quand j'ai fini mes études, j'ai directement lancé un business. C'est-à-dire que je n'ai jamais déposé... Attends, j'ai quand même déposé une fois. C'était avant de terminer les études. Quand on m'a rappelé, j'ai refusé. J'ai eu même un problème avec ma mère à cause de ça. Ouais, mais qu'est-ce que tu fais? On t'appelle là-bas pour une belle entreprise. Va là-bas. J'ai dit non. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas connu... C'est pour ça qu'au niveau de l'insertion professionnelle, moi, je n'ai que l'angle de l'employeur. Donc, voilà. Si je vous donne mon avis, c'est vraiment du point de vue de l'employeur. Beaucoup plus ça. Donc, pour quelqu'un comme moi, qui commençait déjà à gagner des sous à l'université en vendant des projets, je peux vous dire que si vous ne faites pas $100 par mois, 200, 300, même 500, c'est votre faute, hein, honnêtement. Ce n'est pas la faute du diable, ce n'est pas la faute... comme on veuille pas. Hein. Quelqu'un se demandera, mais qu'est-ce que vous avez fait? Des gens vous contactent sur LinkedIn pour accompagner un projet de 5 000, 10 000 $. Qu'est-ce que vous avez fait? Où est-ce que vous avez touché? Vous avez dit quelque chose. Tu as dit quelque chose de très intéressant au début. Tu as dit, il faut être courageux. C'est ça le souci. C'est que tout le monde n'a pas cette audace de l'entrepreneur. Tout le monde n'a pas ce courage. Vous ne pouvez pas être dans une ville où il y a 15 millions de personnes, où des gens dépensent tous les jours. Moi, j'ai parlé de $2. Vous ne pouvez pas être dans une ville comme ça et dire qu'il n'y a pas d'opportunité. Le souci aussi, c'est quoi? C'est que comme on a étudié, et là, ce que je veux dire, c'est que surtout si vous avez la chance de savoir lire et écrire, et vous avez la chance d'avoir accès à Internet, vous êtes privilégié par rapport au reste des Congolais. De loin. Parce que vous pouvez vous lever un matin et dire « je donne des cours de français ». Vous pouvez vous lever un matin et dire « mon cours là de gestion financière, je vais me mettre à donner des cours comme ça et je vais faire payer $1 par personne ». Vous pouvez créer un groupe WhatsApp et décider que maintenant vous allez donner tel ou tel cours, ou bien que vous allez développer, je ne sais pas moi, un service pour les PME qui sont exclus, les mamans qui vendent là, qui ne connaissent rien en fiscalité, qu'on embête tous les jours. Vous pouvez dire, moi je fais l'ISC, je maîtrise la fiscalité, avec 2-3 amis, on va créer un service, on va faire payer à ces mamans $10. Si j'ai 10 mamans, j'ai $100, si j'en ai 20, j'ai 200, ainsi de suite.
Je ne sais pas si vous voyez déjà, je vous donne déjà des idées là, mais vous ne m'avez pas encore payé. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, vous devez ouvrir vos yeux et vous devez arrêter de penser que l'entrepreneuriat, c'est ce côté bling-bling où on est dans un bureau privatisé, où on a sa belle Bentley qui nous attend. Non! Moi, je sais vivre avec 10 000 $ le mois, même 20 000. Je sais aussi vivre avec 100 $. Je sais prendre une moto, aller jusqu'à Bibois. Je sais prendre une Mercedes, la conduire moi-même. Je sais monter dans un camion. Je sais faire tout ce qu'il est nécessaire de faire pour que j'arrive à gagner mon pain. Est-ce qu'il en est de même pour vous? Parce que s'il en était de même pour vous... Je n'ai pas entendu un oui. Non. Parce que s'il en est de même pour vous, vous n'aurez pas peur. J'allais donner un exemple. Oui. Je le donne quand même. Je connais un jeune homme très intelligent, très beau, mais qui vendait des dessous pour femmes à l'université. Vous pouvez le faire, vous? Regardez. Mais lui, il a regardé une opportunité. Il a vu une opportunité et il s'est permis de le faire. Je connais un autre monsieur qui n'est pas loin d'ici. Pas loin de votre... Pas loin, c'est l'ISC, c'est ça? Pas loin de là. Mais qui a commencé en vendant des vêtements, qui a vendu des appareils électroménagers, qui a vendu des appareils informatiques et qui maintenant est dans une société de VTC qui fait autour de 20 000 balles par semaine, ici dans la ville. 20 000 dollars, 20 000 dollars, 20 000 dollars. Il n'est pas politicien, il ne vole pas, il n'a pas de médicaments. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'a rien touché. Mais c'est juste les opportunités du marché. Il faut qu'on se le dise. Donc, moi, je pense qu'il y a le premier élément, c'est le côté responsabilité. Vous devez déjà reconnaître qu'en fait, c'est Zayomoko. C'est vous-même. Même à l'université, vous pouvez faire de l'argent. C'est vous-même. Il y a quelque chose qui cloche avec vous-même. Ne compliquez pas. On va prendre la deuxième question. On va revenir vers vous. On prend avec celui qui avait déjà pris les micros un peu plus tôt. Vous vous présentez et vous adressez votre question à qui? À Madame Kette. Je m'appelle Josué Kachito. Je suis étudiant à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Madame Kette, vous avez parlé de la médiocrité professionnelle. Vous dites que vous étiez compétente à l'université. Mais lorsque vous êtes arrivé dans le monde professionnel, vous êtes un peu médiocre. Pensez-vous que cette contrainte ou cette faute revient à l'université? Et si c'est le cas, que faire pour le radiquer? Alors la deuxième question, vous dites que vous avez réaffirmé pour avoir un travail avec une personne, pour avoir des relations. C'est pas un fait. Mais vous évoquez aussi la complexité qu'il existe afin d'approcher les gens. Alors je vais demander quelle stratégie idéale à appliquer afin de nous approcher des gens vivant dans le monde professionnel afin d'obtenir quelque chose d'eux. Voilà. Ce sont des questions très pertinentes. OK. On va commencer par la première. Je ne vais pas dire que c'est la faute de l'université parce que franchement, c'est la faute de beaucoup de gens que beaucoup de choses se passent. Mais en fait, pour moi, le plus important, c'est d'avoir... Sinon, après, on va gérer les responsabilités à tout le monde. C'est aussi la faute de nos parents si on n'est pas allé dans les écoles qu'on voulait. C'est aussi la faute de nos partenaires. Donc, on s'en fout vraiment. Le plus important, c'est vraiment l'objectif. Maintenant, pour moi, à l'université même, il y a 3 types de médiocres. Il y a des médiocres assumés. C'est vraiment ceux, on leur dit de faire un travail, 5 pages, ils boudent. On les a connus, n'est-ce pas? Il y a les médiocres inconscients. C'est de ceux qui sont brillants. Et je crois que c'était la catégorie dans laquelle j'étais, qui retiennent tout ce qu'il y a à se pourrer dans la tête, mais qui n'ont pas pris la peine de regarder le marché et de comprendre les besoins qu'il y a dans les entreprises, les besoins qu'il y a dans les ONG. De regarder, voici les besoins qu'il y a dans les différentes boîtes et voici les cours qui sont importants pour que je puisse matcher les compétences que je développe en cette période et les besoins qu'il y a de l'autre côté. Moi, j'étais dans cette catégorie des médiocres un peu inconscients. Heureusement, j'étais plutôt une étudiante dans beaucoup d'activités. Sans m'en rendre compte, j'ai développé d'autres compétences qui font aujourd'hui, par exemple, que je suis chargée de relations publiques et des événements d'un incubateur de la France. Maintenant, la dernière catégorie, ce sont les médiocres. Ça a pris du temps, mais les gens diront que ça n'a pas pris assez de temps, parce qu'en étant encore très jeune aussi, c'est parti très vite. Attention. Jésus avait 33 ans. Mais il a fait tout ce qu'il a fait. Oui, on est vieux. Qu'est-ce que tu es en train de dire que je suis jeune? Il y a certaines personnes qui, voilà, pour décrocher. Donc, pour revenir à notre sujet, ensuite, il y a des médiocres conscients. C'est lorsque vous vous rendez compte que, en fait, le niveau où j'en suis, mes compétences que j'ai développées maintenant ne répondent pas aux besoins. Oui, j'écris très bien des articles. J'ai fait l'IFASIC aussi. Donc, ça ne suffit pas d'écrire de très belles brèves.
Aujourd'hui, même si vous avez une chaîne de radio super intelligente, si vous ne connaissez pas effectivement comment créer, choisir le bon business model, vous allez gagner tout le temps. On a appris à faire des reportages dignes de France 24. Mais après, on veut du coupage, n'est-ce pas? Et vivre du coupage, ce n'est pas un jeu d'enfant. C'est très difficile. Il faudrait maintenant apprendre, en plus de ça, comment vendre son information. Je pense vraiment à ce niveau-là, il faudrait s'asseoir et regarder les compétences que j'ai actuellement, les besoins qu'il y a sur le marché. Est-ce que ça match? Si ça ne match pas, prenez vraiment le temps de le développer. Maintenant, quand on est encore étudiant, on a de la chance parce qu'on n'est pas encore passé par la cérémonie que j'appelle la cérémonie d'officialisation du chômage ou la cérémonie de diplôme. Moi, je n'ai jamais participé à cette cérémonie. Donc, on a le temps de choisir des activités en plus de ce qu'on fait à l'université qui vont développer en nous des compétences. Pour la deuxième question, je vais répondre exactement comme un professeur que vous avez répondu. Je pense que le métier que vous faites vous donne beaucoup de chance en termes de réseautage. Chez les journalistes, en tout cas, en G1, on leur apprend une chose, on leur dit qu'il faudrait avoir une grande toile d'araignée. Une grande toile d'araignée, c'est un grand réseau. Vous voyez la toile d'araignée, comment elle est liée. Donc, je me rappelle quand mon collègue et moi, on s'était donné une discipline. Chaque mois, on allait participer à au moins une conférence et on allait prendre les cartes des visites des personnes clés. Je vous les donne. À chaque fois que vous avez une activité, la première personne dont on prend les coordonnées, c'est la personne qui a organisé l'événement. On allait créer le réseau pour inviter toutes les personnes qui sont en train de parler. C'est-à-dire qu'à la fin, Claude Sophie a le réseau pour nous inviter tous les jours. On prend ce réseau parce que elle peut nous mettre. Deuxièmement, les intervenants eux-mêmes. Pas nécessaire directement de prendre les coordonnées si connaître comment leur LinkedIn, commenter régulièrement ce qu'ils postent, ça attire l'attention. Imaginez qu'on a fait ça de G1 en L2. Chaque mois, on participait à une conférence, on prenait des cartes de visite, on écrivait à ces personnes et ce n'était pas encore une période où beaucoup de choses étaient à la mode comme l'entrepreneuriat, l'activisme. Tout n'était pas encore à la mode. Au bout de 5 ans, imaginez notre réseau. C'est tout à fait normal qu'on n'ait même pas demandé de l'emploi. Je me rappelle qu'en G3, on nous appelait pour nous donner du job. On avait pris la peine, en fait, très lentement. La loi du processus, ok, pour être un peu coach en développement personnel, la loi du processus, c'est vraiment une loi importante en fait. Même dans le réseautage, allez-y lentement. Ne soyez pas pressés. Réfléchissez, créez une stratégie, ayez un vrai objectif et surtout, définissez la valeur ajoutée à donner à votre réseau. Les gens sont plutôt intéressés par des personnes qui leur apportent plutôt que les personnes qui veulent user d'eux. Ça, c'est une vérité incontournable. Si vous avez défini la valeur ajoutée que vous allez apporter à votre réseau, que vous avez défini les événements, il y a aussi une chose, je pense, qu'il faudrait dire. On ne fait pas du réseautage juste pour faire du réseautage. Agriculture, si vous êtes là. Investissement dans les mining, vous êtes là. À moins que vous êtes quelqu'un de naturellement polyvalent, moi, je trouve que c'est une perte d'énergie et de temps. On n'a pas le temps à gaspiller dans plusieurs activités, en fait. Le chômage, ça fait mal. En fait, je ne sais pas comment ça fait parce que je n'ai jamais été chômeuse. Mais en fait, je pense que ça fait mal. Donc, il faudrait, je pense, très rapidement définir voici ma force, voici qui je suis, voici comment je me comprends, voici les objectifs que je veux atteindre. Donc, si je veux avoir du réseautage, c'est dans tel secteur, tel secteur, tel secteur et tel secteur. Il y a des secteurs dans lesquels moi, je ne chercherai même pas des contacts. Le mining ne m'intéresse pas. Pourtant, c'est quelque chose d'important, ok? Mais je ne vois pas, en fonction des objectifs que je veux atteindre, pourquoi je veux aller m'intéresser à un mining. Par contre, étant entrepreneur dans l'éducation, tous ceux qui sont ressources humaines, c'est un domaine qui est lié au mien, il m'intéresse. Étant chargé de relations publiques, je me crée un réseau avec tous ceux qui sont dans les ressources humaines que je peux rencontrer. C'est eux qui managent les talents. Donc, c'est eux qui peuvent me connecter encore plus à beaucoup de relations. Comprenez aussi que vous voulez atteindre les besoins de vous en termes d'épanouissement professionnel. Et en fonction de ça, identifiez les événements dans lesquels vous pouvez participer et rencontrer les personnes qui sont votre réseau. Trouvez la valeur ajoutée que vous pouvez apporter. La vérité, c'est qu'on ne l'a pas déjà au départ, cette valeur ajoutée. Prenez le temps de la construire. Respectez la loi du processus. Ce n'est pas maintenant que vous êtes assis. Je suis en train de construire la valeur ajoutée à apporter à mon réseau. Fonctionne. La banque humaine, lorsque vous apportez quelque chose à un être humain, très naturellement, il a envie de vous le rendre.
Et c'est souvent là maintenant que les gens sont en mode « Ah, il m'avait fait gagner tel marché. Ça, c'est pour lui. » Et vous avez des retours, en fait. J'espère avoir répondu. Vraiment, et très largement. Je pense que c'était très riche aussi. Et on en profite en tout cas de ces moments. Alors, on va prendre une autre question. Est-ce qu'il y a encore des questions? Qui ont des questions? On fera un effort de satisfaire tout le monde, mais ça va se faire dans les temps. Alors, vous soyez un peu plus précis, sinon on ne saura pas prendre les autres. Oui, chef, vous vous présentez et vous adressez votre question à la personne que vous désirez. Merci pour la parole. Moi, par rapport à cette question, je pense qu'il a voulu parler Du climat des affaires. Mais est-ce qu'il y a un bon climat des affaires? Quand on parle du climat des affaires, on voit la justice, on voit tout ce qui rentre dans le jeu. Oui, tout ce qui rentre dans les jeux. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y a le sport? Est-ce qu'on a l'électricité? Est-ce qu'il y a de l'eau potable? Et quand on parlait de 15 millions d'habitants, c'est une bonne chose. Mais en économie, on parle aussi des pouvoirs d'achat. Est-ce qu'il y a le pouvoir d'achat dans notre ville? Ce sont des problèmes qu'on retrouve. On peut avoir beaucoup d'opportunités. Maintenant, comment l'utiliser avec cet environnement? Vous avez aussi parlé de vos capacités. Vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça. Mais est-ce que c'est tout le monde qui a Il y a des gens qui ont beaucoup de capacités, qui peuvent faire beaucoup de choses, mais ce n'est pas tout le monde qui a beaucoup de capacités comme ça. Donc, les problèmes aussi se posent là. On peut avoir beaucoup d'opportunités, mais notre est-ce que le climat des affaires est favorable? C'est bien compris. Est favorable, ça nous permet d'investir et tout, d'être entrepreneur. Est-ce que c'est facile? Merci Yannick. J'ai envie de dire, même aux États-Unis, c'est pas facile. Oui. C'est-à-dire même dans les pays où il y a l'électricité tout le temps, si vous n'avez pas les problèmes d'infrastructure, vous aurez les problèmes d'une concurrence qui est acerbe. Il y a des pays où les gens se battent encore. C'est-à-dire les gens, quand ils sortent une nouvelle marque de vêtements, ils sortent juste par exemple, des chaussettes. Vous imaginez la concurrence qu'il y a, combien de marques de chaussettes il y a, mais il va encore se lancer dans une marque de chaussettes. Ce que je veux juste dire, c'est que il n'existe pas d'entrepreneuriat sans contexte. D'accord? Permettez-moi de le dire, si Dieu vous a mis quelque part, c'est qu'il estime que vous avez les capacités pour faire face à l'environnement dans lequel vous êtes. Si vous estimez, vous, en tant qu'entrepreneur, que ça ne va pas marcher, partez. C'est le moment de chercher les bateaux, tout ça, d'aller faire la Libye, je ne sais pas moi, de partir. Parce que l'entrepreneur, ce n'est pas quelqu'un qui se plaint ou qui ne reste pas dans une attitude plaintive. Il est dans une attitude d'observation, il regarde son environnement, il regarde le potentiel, qu'est-ce qu'il y a, est-ce qu'il peut faire, il peut jouer sa partition, si oui, il joue sa partition, ou il trouve le moyen de jouer sa partition. Quitte à ce qu'il commence par un autre projet que son projet principal. Ça aussi, c'est une autre chose. Peut-être que moi, mon projet principal, c'est de mettre en place une société nationale d'électricité, d'accord? Ouais. Mais je n'ai pas les 10, 15, 20, 30 millions qu'il faut pour ça. Par contre, j'ai la possibilité de démarrer peut-être avec un business de transport de véhicules. Je commence par là. Je gagne mes premiers dollars et petit à petit, j'avance. Aujourd'hui, nous parlons des climats des affaires. On se plaint beaucoup de ça. Mais pourquoi alors, excusez-moi de les citer encore, pourquoi les Chinois viennent ici? La Chine, c'est la deuxième puissance économique mondiale. Mais il y a des Chinois qui quittent là-bas pour venir ici, dans le 180e pays au niveau du doing business. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte qu'il y a des Américains qui quittent leur pays, il y a des Français qui quittent leur pays pour venir ici, entreprendre ici, investir ici, malgré le problème de climat des affaires. On doit se réveiller. À qui appartiennent ces immeubles? Le président a dit, ce n'est pas moi, le président a dit en 2019, lors du premier Makutan auquel il a participé, le président a dit ceci: l'économie formelle de la RDC est détenue par 26 600 expatriés. Alors donc si ce climat des affaires n'est pas favorable à nous, comment c'est plus favorable aux étrangers? On va prendre la question suivante. Et surtout, comment 26 600 peuvent détenir 80% d'une économie alors que nous, on est 100 millions? Donc on est des consommateurs, on regarde, on se plaint, on fait tous ces trucs-là, mais... Une colonisation économique. On va prendre la prochaine question, vous présentez. Oui. Bonjour, je suis Elie faculté de l'information et de la communication. Il y a un souci, Elie? Excusez-moi, j'ai deux questions pour M. Christopher et une pour Mme Kate. La première est que pouvons-nous mettre à risque nos convictions au profit
au profit de la demande et des opportunités? La seconde, c'est l'ANADEC, l'ARESP et le FOGEC suffisent-ils pour booster l'entrepreneuriat chinois ou congolais? Et pour finir avec Madame Kate, avec les problèmes liés... Oui, allez-y. Avec les problèmes liés à l'accès au financement, le manque d'accompagnement, l'éducation, les préjugés sociaux, la réglementation et aussi la place de la femme dans la société bantoue, quelles sont les chances pour l'évolution de l'entrepreneuriat féminin? Je pense que ce sera l'avant-dernière question parce qu'on doit accélérer aussi avec les temps. Vous allez répondre et on va poursuivre. On commence avec le femme d'abord. Je vais être sincère, je déteste quand on me fait parler des questions de femmes. Sans blague. Là, on entre dans un autre débat. Oui, chaud, parce hein. que je ne vois pas pourquoi je devrais parler des défis d'entrepreneuriat féminin comme si c'est différent d'entrepreneuriat masculin. Bon, bref, mais je vais, s'il vous plaît, non, ne faites pas ça. En même temps, développer des activités et cela vous permet effectivement, au bout d'une période, ça vient naturellement. Vous créez une relation, vous lui apportez. Vous créez une autre, vous lui apportez. Puisque c'est la question, OK. Déjà, tout le monde a des défis. On se fait trop mal à la tête en essayant de faire des sautes. Focus sur les objectifs. C'est tout. Donc vraiment, en termes de... Il y a ceci, il y a l'éducation à côté, il y a ceci à droite, il y a ceci à gauche, devant. Toutes les façons, il y aura toujours des défis. On est au Congo, s'il vous plaît. On est au Congo où on n'a pas de permis de conduire. Mais on conduit quand même. S'il vous plaît. Donc, si franchement, on se met à intellectualiser nos réalités, on ne va pas avancer. Vous savez, certaines fois, personnellement, je suis scientifique, j'aime la science. En plus, heureusement, je viens de la même université. Mais franchement, malheureusement, les journalistes, on a tendance à chercher la cause des problèmes. Traiter l'information avant de la donner. Parfois, tout ce qu'il faut, c'est prendre l'information telle qu'elle est et puis prendre des décisions. Arrêtons de nous compliquer la vie. Arrêtons de chercher midi à 14h. Qu'est-ce que vous voulez faire? Faites-le. Ça ne va pas marcher au départ. On améliore ce qui est amélioré. Et puis on avance et puis on évolue en fait. Donc si franchement, il faudrait expliquer. En ce qui concerne les défis sociaux, culturels, je ne vais pas nier que ça, par contre, il faut que j'en parle. Je suis contente qu'il y ait majoritairement des hommes. Il faut qu'on cause. Franchement. Il y a une réalité. Nous sommes en 2016. Je commence à créer une structure en milieu universitaire avec une collègue, une structure d'accompagnement des étudiants. Et avant même d'en créer une autre des années plus tard, ma meilleure amie me regarde dans les yeux. Elle me dit « Arrête de faire ce que tu fais, Kat. Les hommes n'aiment pas les femmes trop intelligentes. » Les hommes n'aiment pas les femmes trop intelligentes. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord? Personne ne dit ce qu'il en pense. Donc, ça ne sert à rien. Mais en fait, laissez-les tranquilles. Si vous avez des sœurs, des cousines et tout ça, j'ai trouvé ça... Ça fait mal quand une de ta meilleure amie te dit ça, en fait. Mais après, j'ai quand même créé la structure et on a évité à 3 jeunes femmes de faire des suicides. Quelques années plus tard, je suis chez moi avec mon ordinateur en train de travailler. Mon petit frère cadet qui est passionné de cuisine est à la cuisine en train de cuisiner. Mes tantes arrivent, mon frère qui a à l'époque 14 ans je crois, est en train de faire le plat du soir. Sa grande sœur est sur l'ordinateur en train de monter un projet qui deviendra d'ailleurs mon entreprise. Les tantes qui arrivent, vous imaginez la scène, imaginez un peu la scène. Vous voyez un peu la scène? Elles entrent et le cadet, garçon, 14 ans, est en train de cuisiner. Sa grande sœur, qui a 10 ans de plus que lui, est sur un ordinateur. Ils sont allés voir mon père. Mon père est venu me voir et m'a dit « Pourquoi tu ne veux pas être comme toutes les femmes? Arrête ça, va préparer !» J'ai regardé mon père, je n'ai pas arrêté. Et ma mère est venue après, elle a dit « Mais c'est le garçon lui-même qui a voulu cuisiner. » Et mon petit frère a essayé de pleurer parce qu'il est vraiment passionné de cuisine et on fait d'ailleurs son métier bientôt. Ce qui s'est passé, c'est que quelques mois plus tard, seulement 6 mois plus tard, on m'a fait une scène à la maison. Mais c'est moi qui ai payé la rentrée scolaire de tous mes petits frères avec mon entreprise parce qu'on venait de lever $5 000. Waouh, ça s'applaudit quand même. Pourquoi on est mou aujourd'hui? Écoutez, il y a des femmes qui sont appelées à créer des restaurants, pas nécessairement à cuisiner. Si elles l'ont compris, certaines,
c'est très difficile pour notre société. Mais si vous avez identifié autour de vous ces femmes qui ont un certain... Moi, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Même les Bakambi que j'avais à l'église étaient venus eux-mêmes voir mes parents pour leur dire « Laissez-la. Elle, même si vous voulez la mettre dans un... Elle ne va pas aller là-bas. Elle, c'est les ordinateurs. Laissez-la. » Il fallait imaginer que les Bakambi viennent régler cette affaire. Ouais, ouais. Si vous identifiez autour de vous des femmes qui ont une certaine, je peux appeler ça grâce, mais un certain talent, essayez de créer pour elles un environnement parce qu'elles vont vraiment résoudre des problèmes. Aujourd'hui, j'emploie 7 personnes. J'ai sorti 7 personnes du chômage. Et ça, c'est à temps plein. À temps partiel, annuellement, on emploie au minimum 10 autres étudiants. Et si j'avais écouté mes tantes, ces personnes seraient encore au chômage aujourd'hui. Et on n'aurait pas ça. Plus tard, on a levé encore des fonds. D'ailleurs, on a levé aussi une fois grâce à Christopher. Donc, c'était très clair. C'était une phrase là aussi. Franchement, en ce qui concerne les défis socio-culturels, les femmes vivent ça. Chaque fois qu'une femme veut sortir un peu la tête de l'eau, on lui rappelle sa mission, son devoir conjugal qui est un devoir magnifique. Non, c'est pas du tout étouffant. Les femmes, on aime ça. On aime s'occuper de nos cheveux, de nos enfants. Attention, il y a un équilibre. Okay? Il y a juste un équilibre à faire. Et si vous identifiez des personnes qui ont un potentiel, des femmes qui ont un potentiel, faites en sorte qu'elles aient un environnement. Elles vont régler des problèmes que certains hommes ne règlent pas. Merci beaucoup, Kat Christopher. Okay. Il y a eu 2 questions, en tout cas, qui vous ont été adressées. Je pense qu'on va terminer avec ces questions pour passer à la toute dernière étape. Ok, donc je pense qu'il y a la partie accompagnement. Moi, j'ai envie de dire que, très rapidement, je trouve, peut-être parce que je suis dedans depuis longtemps, que c'est pas compliqué. Faire de l'argent, franchement, c'est pas compliqué. Si on parle, c'est beau à entendre, n'est-ce pas? Sincèrement, j'ai envie de dire, peut-être que le début c'est ça. Peut-être que ça devrait commencer d'abord dans la tête, comprendre que c'est pas compliqué. Faire $500 par mois, c'est pas compliqué. Faire $1000 par mois, pas compliqué. Et elle cherche quelqu'un qui peut l'aider à trouver de l'argent pour soit faire plus d'argent ou faire des économies. Vous, par rapport à ce schéma, vous servez à quoi? Est-ce que vous vous interviendrez dans le sens d'aider la boîte à faire plus d'argent, dans la vente, dans le marketing, dans la mise en relation, dans la distribution? Est-ce que vous allez aider la boîte à faire des économies? Peut-être que vous êtes capable de travailler pour 3 personnes, tellement vous êtes bon, intelligent, dans l'aspect que vous allez maîtriser. Ou est-ce que vous êtes capable de l'aider à gérer ses finances pour faire de l'argent? C'est aussi simple que ça. Et dans l'entrepreneuriat, beaucoup plus difficile, c'est là que moi je perds patience. C'est-à-dire que moi, contrairement à Studio City, je suis très sélectif. Moi, je considère que soit on les prend. Je ne me casse même pas la tête. Quand j'entends seulement quelqu'un qui a une certaine manière de penser, qui se pose trop de questions, je me dis, ça, c'est pas un entrepreneur. Peut-être qu'il le deviendra un jour, mais ça n'en est pas. Et il faut se dire les choses. Ce n'est pas tout le monde qui peut être entrepreneur. Maintenant, quand on est entrepreneur, on fait fi de tout ce qu'il y a tout autour de nous. Parce que c'est notre projet qui compte. Que j'ai le soutien de l'ANADEC, que j'ai le soutien de l'ARSP ou du FOGEC, peu importe, je m'en fous. Si je dois aller commencer un projet tremplin, parce que c'est ce que j'ai dit au début, on parle de financement, on parle d'accompagnement, tout ça aujourd'hui avec votre téléphone, vous pouvez trouver des vidéos en ligne, même d'entrepreneurs congolais qui partagent. Malheureusement, Grace n'est pas là, mais souvent ils partagent aussi sur des choses, les réalités de l'entrepreneuriat ici. Vous avez des masterclass qui sont gratuites, donc vous ne pouvez pas dire que vous avez un problème d'accompagnement. Oui, il n'y a pas 100 personnes, malheureusement. Parfois, ça se suit même en ligne. Donc, ça, c'est pas un problème. C'est pas un problème d'accompagnement. Il y en a, il y a tout ça. Mais est-ce que vous, en tant qu'aspirant entrepreneur, est-ce que vous faites l'effort? Est-ce que vous cherchez l'information? Est-ce que, quand vous avez besoin d'argent, vous posez les questions aux gens pour dire « Maman, papa, ndeko tel, j'ai besoin d'autant ». On a une facilité à réunir l'argent pour boire, pour faire des bêtises. Mais on est difficile à se dire « Ah, mais j'ai quand même 100 contacts sur mon WhatsApp ici. J'en ai 200. » Ils se disent que ce sont mes amis. Apparemment, j'ai étudié avec eux. Combien des immeubles qu'il y en a? Bon. Mais voilà, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'on a étudié avec eux, etc. J'ai un projet, mais est-ce que je ne peux pas demander à mes gars de me prêter $5 chacun ou de m'offrir $5? Est-ce qu'ils sont capables? S'ils ne sont pas capables de le faire, ils n'ont pas envie de le faire,
Posez-vous la question sur les gens que vous avez dans votre réseau. Il est temps de supprimer des gens dans votre contact. Chercher de l'argent, faire de l'argent, c'est facile. Dixit Christopher Mukoka. Et ici, pas compliqué. Ah ok, Nios, pas compliqué. Alors, Dixit Christopher Mukoka. Et ici, dans la salle, je pense qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compliqué pour lancer sa boîte. Et on va dire plusieurs mois après, ça commence à produire ses fruits, raison pour laquelle elle est d'ailleurs parmi les intervenantes Perside et Linda. Je pense que vous allez rejoindre les autres intervenants pour nous partager un peu ce qu'il y a derrière ta boîte Mikate by Perside. Les beignets par Perside. Elle n'a pas compliqué. Alors, déjà, oui, vous allez vous gagner votre place. Voilà, vous gagnez votre place au milieu. Et je serai pressé déjà de vous poser une question. Oui. Alors, vous entreprenez dans les beignets. Je suis pressé de savoir, est-ce que c'était une opportunité que vous avez vraiment pu détecter en amont, ou bien c'était juste un moyen parce qu'il n'y a pas de boulot, ou peut-être qu'il y avait quelques soucis, ou voilà, je vais un peu me distraire, soit je lance, j'essaye, ou c'était vraiment une opportunité que vous avez trouvée? Ok, bon, ça fonctionne? Bien sûr, ça fonctionne. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Perside et Linda. Je suis CEO de Mikate by Perside. Alors, rien que les noms donnent une idée sur ce que je fais. Alors, par rapport à la question, si c'était une opportunité ou bien j'en ai déjà réfléchi, je dirais c'est tout en fait. Tout. Parce que quand j'ai réfléchi sur ça, il fallait que j'aie quelques opportunités qui allaient me permettre de me lancer. Alors, j'ai réfléchi pendant autant d'années, mais j'hésitais en fait, parce que je me disais, je n'ai jamais vu une vente de beignets en ligne. Alors, j'étais en train d'appréhender, je me disais, est-ce que si je mettais le beignet, les gens vont acheter? Parce que les Congolais, on doit avouer que nous sommes compliqués. Effectivement. Et puis, c'est un truc qui ne s'est jamais fait. Bon, je ne sais pas ailleurs si ça se fait. Alors, j'avais essayé de réfléchir. J'ai vraiment réfléchi. J'ai hésité tellement que je me disais que je ne vais plus le faire. Après une année, ça s'est écoulé et tout. Et je suis revenue parce que j'ai pensé d'abord le faire à l'université. Mais je me suis rendu compte qu'à l'université, je n'ai pas un grand cercle. Alors, je me suis dit, ça sera vraiment compliqué. Alors, je le mettrai sur les réseaux, tout en hésitant. J'ai fait mon affiche, j'ai lancé l'affiche. Et bizarrement, c'est quand j'ai lancé l'affiche que j'ai eu des réactions dont moi-même, je ne m'attendais pas. Et ça a donné ma force jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez appris du marché quinois en vendant des beignets? Aujourd'hui, vos beignets sont vendus un peu partout. Et puis, c'est beau, hein, on voit même beaucoup de personnes et des personnalités chercher à voir ces beignets. Qu'est-ce qu'il y a dans ces beignets? Je ne sais pas. Mais qu'est-ce que vous avez appris, en tout cas, du marché quinois? C'est que j'ai appris du marché quinois. Déjà, c'est compliqué parce que les gens sont trop exigeants. Et je ne pense pas que c'est seulement à Kin, c'est partout. Mais il faut se plier à tous ces caprices-là. Et il y a toujours des gens qui seront là à pimenter des choses un petit peu. Tant que tu as ta vision à toi, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu cherches. Alors tout ça, je peux dire comment? Des critiques qui ne font que venir pour construire en fait. Okay. On te dit ce qui n'est pas bon, tu prends ça du bon côté et tu construis avec ça. C'est en fait, le marché quinois est compliqué, mais c'est que j'aime aussi et que les gens soutiennent aussi. En tout cas, depuis que je commençais, je sens le soutien. Ça, c'est ça. Hein. On sent vraiment qu'il y a un fort soutien. Qu'est-ce que vous en pensez, entreprendre dans les beignets? Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas si c'est un mauvais hasard. J'aime pas les beignets. Par contre, Par contre, je respecte beaucoup les femmes qui se lancent. Ça, c'est mon coup de cœur. Et je pense que et pour avoir participé à l'accompagnement de plusieurs entrepreneurs, donc dans l'incubateur, on a reçu quand même beaucoup de projets dans la pâtisserie et dans beaucoup de choses. Je sais que ce n'est pas facile, mais je sais aussi que c'est l'un des business qui marche les plus rapidement. Okay. Sur 100% des business qu'on a reçus à Genius City, je ne dois pas donner certains chiffres, je n'ai pas l'autorisation, mais en tout cas, je peux assurer. Mais on sent que ce sont de gros chiffres alors. Je préfère me taire. Mais je peux quand même dire sans hésiter que ceux qui sont venus avec des produits dans la pâtisserie, dans la transformation agroalimentaire, jus, tout ça, c'est des produits qui se sont très vite écoulés par rapport aux autres, que ce soit dans la tech. La tech, ça a été vraiment c'est le domaine où souvent c'est un peu plus compliqué.
Les services aussi, c'est un peu plus compliqué. Mais vraiment, ceux qui sont dans la transformation agroalimentaire et ceux qui sont vraiment dans pâtisserie et tout, ça sont ceux qui ont le plus vendu. Je ne sais pas si ça se retrouve dans le livre de Christopher, mais un petit clin d'œil. Transformation agroalimentaire et pâtisserie, c'est des idées à Kinshasa qui marchent. Donc, je dirais que ça marche. C'était un joli coup. Donc, Moi, en fait, je dirais que ça marche, mais ça ne marche pas automatiquement et ça ne marche pas. ça a été compliqué donc, au C'est début. compliqué au début parce que les gens doivent goûter ce que tu fais. Les gens doivent savoir si c'est bon ou pas. Donc, c'est pas facile au début, mais j'avoue que quand déjà les gens détectent que tu fais une bonne chose, là, ça va. Attends, mais quand tu as Cara, on a commandé attends, Ça. après 2 heures. Effectivement. Alors, une autre question à Christopher. Vous avez publié votre livre. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y avait aussi une idée sur entreprendre dans les beignets dans votre livre? Oui, il faut dire que, contrairement à Cap, moi, je suis un très grand fan de beignets. Wow. Ok. Très grand fan. Alors, je ne l'ai peut-être pas dit, mais la société Medico est également une concept. Nous aussi, on monte des projets de A à Z, on investit avec des tiers. Alors, parmi nos filiales, nous avons le restaurant Coupe. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Mais on est juste au niveau du rond-point Saint-Nicasse. Ça fait à peu près 4 ans, 4-5 ans qu'on existe. Et il ne s'est jamais fait un jour sans qu'on vende. Alors, Ok. au début, on n'avait même pas d'espace, on vendait juste à livrer. Donc, mais en ce qui me concerne, les beignets, c'était le premier restaurant que je voulais lancer. Je ne voulais pas lancer parce que mais ce que je voulais lancer au départ, c'était ça. Et j'avais même déjà fait le logo parce que moi, j'aime matérialiser ce que je vois. Quand j'ai une vision, la première des choses, c'est que je demande à mon designer, tu me fais un logo, comme ça je vois ça tous les jours, ça va me donner la possibilité. On va préparer déjà un petit projet comme ça. Moi, je trouve que c'est quelque chose à faire. Et dans le livre, il y a toute une catégorie là, pour plein de dans l'agroalimentaire, dans la gestion, avec plusieurs types de restaurants qu'il est possible de faire. Ouais. Et d'ailleurs, Allô? ça marche? Oui, ça marche. Et voilà, on comprend. Et là, avant de prendre le toute dernière question, une question qui revient souvent. Et il y a des jeunes qui sont là, il y a des entrepreneurs, des étudiants. C'est une question qui revient souvent. Oui, on peut aller tenter un boulot, on l'a pas. On peut créer une entreprise parce qu'on a un peu de fonds. Ça va, mais il peut arriver qu'on n'en a pas en tout cas. Mais comment on peut en tout cas attirer un financement quand on estime qu'on a un projet meilleur? Ok, alors si on doit parler de financement, ce que je peux dire au début, c'est que le problème de financement est rarement le principal problème quand on est face à un entrepreneur. C'est ça la réalité. Quand vous avez un entrepreneur qui vous parle et que son principal problème c'est le financement, en tout cas en ce qui concerne nos statistiques à nous, 99% des cas, c'est pas vrai. C'est la faute. C'est la faute. Il n'y a pas de souci. Alors, vous avez Patrick votre n'est pas expérience. d'accord. Elle entreprend. Hein. Elle a tenté partout, on n'a pas eu de financement. Non. Je Tu pourras m'explique. tenir ton micro aussi. Je m'explique. Je ne sais pas. Moi, en ce qui me concerne, comme je l'ai dit, chaque année, on accompagne des centaines d'investisseurs, des centaines de porteurs de projets. Je crois que la semaine passée, on a participé à une levée de fonds pour une PME ici pour à peu près $6 000. Donc, c'est pratiquement tous les mois qu'on fait des levées de fonds pour des PME. Mais la vérité, j'insiste, c'est que le principal problème, ce n'est pas ça. Pourquoi ce n'est pas ça? Parce que c'est plus facile de trouver de l'argent que de trouver un bon projet à financer. Je m'explique. Quand vous êtes au début de votre activité, d'accord? Parfois, les gens, les entrepreneurs viennent, ils pensent qu'ils ont trouvé l'idée géniale, que personne ne veut financer. Mais ce n'est pas vrai. Si vous avez une idée qui est géniale, qui est bonne, forcément, vous n'êtes pas le seul génie. Il y a des gens qui peuvent être prêts à investir dedans. Et dans la première étape pour l'investissement, c'est d'abord vous. Combien d'argent vous êtes prêt à mettre dedans? Ok, c'est votre épargne. Cet argent-là, ça peut venir des dons que vous avez reçus, de l'argent de poche que papa et maman vous ont donné. C'est peut-être que vous avez travaillé quelque part, vous avez mis d'argent de côté. Mais c'est d'abord vous. Quand vous avez un peu de sous et que vous allez voir un investisseur pour lui dire « moi j'ai déjà mis autant, j'ai besoin d'autant », ça vous rend plus crédible. Mais la plupart des entrepreneurs viennent « j'ai rien, donnez-moi ». Donc ça c'est la love money. Ensuite, donc, comme j'ai dit, votre épargne. Deuxième élément, c'est la love money. C'est combien de votre premier cercle vous dites que vous avez des amis, vous dites que vous avez des relations, vous êtes dans un certain environnement. Comment vous allez convaincre des gens qui ne vous connaissent pas de mettre de l'argent chez vous, alors que vous n'êtes pas capable de convaincre des personnes qui sont proches de vous? Ça tique. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de dire. Vous venez me voir, donnez-moi $10 000. Je vous pose la question, combien vous avez déjà mis dans le projet? Rien.
C'est bizarre. Combien de près de proches vous avez pu lever? Des gens qui vous connaissent? Rien. C'est bizarre. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. OK? Donc ça, c'est une chose. Ensuite, seulement quand vous passez ces 2 étapes, vous pouvez espérer aller vers les différentes institutions, etc., ou les partenaires privés. Alors, parmi les institutions, il y a les banques. Mais les banques aiment les personnes qui ont déjà quelque chose qui tourne, parce que les banques font des prêts. Les banques n'investissent pas dans le capital. Aucune banque ne va venir vous donner de l'argent comme ça alors que vous n'avez pas une activité qui tourne, sauf si c'est dans le cadre d'un programme ou quoi que ce soit. Et vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça qu'elle va venir avec des conditions dures. Elle va vous dire, est-ce que vous avez une activité qui tourne? Est-ce qu'à la fin, vous avez des revenus, comment on appelle ça, des flux de revenus, des flux nets de liquidité qui vous permettraient de rembourser le crédit? Et si vous ne pouvez pas, si ça ne marche pas, est-ce que vous avez une garantie? Est-ce que vous avez quelque chose comme soubassement? Oh là, comme ça que je récupère. Est-ce que vous avez quelqu'un qui peut venir? Donc ça, c'est un élément. Ensuite, vous avez les fonds d'investissement. Les fonds d'investissement, il y a quelques fonds qui sont actifs ici en RDC. Malheureusement, les fonds ici se focalisent sur les entreprises d'une certaine taille. Par exemple, si vous ne faites pas 200 000 $ minimum de chiffre d'affaires, il y a certains fonds qui ne vous regarderont même pas. Une question de chiffre d'affaires. Oui, oui. Même si votre business est bien, tout ce que vous voulez, si vous ne faites pas 200 000, il y a certains fonds qui ne vous regarderont pas. Il y a un fonds ici qui est aussi à Gombe. Il faut faire un minimum 1 million de chiffre d'affaires pour qu'on vous regarde, pour qu'on regarde votre dossier. Tout ça pour dire qu'il faut commencer avec un fonds personnel. Il faut commencer avec la Love Money et avancer progressivement. Il y a des problèmes de financement, c'est vrai, mais ce sont des problèmes qui sont secondaires aux problèmes d'entrepreneurs pertinents avec des idées et des projets pertinents. Quelque chose à rajouter? Oui, je pense que c'est important quand même qu'on dise une chose. Selon moi, en tout cas, de l'expérience entrepreneuriale que j'ai, le meilleur investisseur dans un projet, c'est le client. C'est l'investisseur qui va vous demander rien d'autre en retour que votre produit ou le service. C'est l'investisseur qui ne viendra pas prendre de... La tendance, c'est que quand on se lance dans un business, effectivement, et d'ailleurs, comme le disait Christopher tout à l'heure, on investit 1000 et on veut directement gagner 400 ou 40%. Mais alors qu'en fait, il y a possibilité de commencer petit. Je vais faire un exercice que j'ai fait à une activité. On m'a parlé aussi d'une question de financement. Regardons-nous un peu. Vous voyez comment on est tous habillés, d'accord? On va faire un petit exercice rapidement. Essayez de compter combien vous coûtez en ce moment. Chaussures, pantalons, veste, on ne veut pas les dévoiler, montre, dites-vous ça au fond. Tout ça, on peut calculer, plus téléphone. Calculons un peu. Ça coûte combien au total? Très rapidement, c'est parti, c'est bon? Tout le monde a fait un peu le calcul. Qui sont à plus de 1000? Ok. Il y en a 2 à plus de 1000. Bon, non, cette fois, je pose vraiment la question. Qui sont à plus de 1000? Ok, c'est bon, plus de 500. Ok, plus de 200. Ok, je vais m'arrêter là parce que si on dit plus de 50, c'est nous tous, normalement. Je disais plus, c'est-à-dire que c'est au-dessus, en fait, d'accord? Non, mais vous remarquez, en fait, on n'est pas prêt à sacrifier nos téléphones de 1000 $, mais on veut que quelqu'un puisse prendre ces 1000 $ pour nous les donner. Et on veut commencer un business avec des machines de 10 000 $, alors qu'on peut commencer en format artisanal avec 300 $. La loi du processus. Commencez avec ce que vous avez et puis petit à petit, si les premiers clients investissent dans notre business et qu'on arrive à vendre, on va agrandir notre marché et on va vendre à 10 clients. Ensuite, on va vendre à 20 clients. Ensuite, on va vendre à 100 clients. Et c'est comme ça que petit à petit, en fait, on se retrouve 5 ans plus tard, maintenant, à vendre à 1000 clients au lieu directement de se lancer. En tout cas, si moi, je dis une chose, c'est le meilleur investisseur dans un business, c'est le client. Les meilleurs investisseurs, c'est les clients. Il faut compter sur les clients. Alors, Perside, il y avait quelque chose à rajouter par rapport à la question de terminer notre belle causerie, notre discussion d'aujourd'hui. Déjà, j'appuie ce que Mme Kat a dit. C'est vrai. Quand on commence une affaire, il ne faut pas s'attendre directement à avoir un financement auprès d'une personne. Parce que déjà, c'est les débuts. Quand vous avez la grâce d'avoir un financement, parce que chacune des personnes a sa manière de fonctionner et chacune des personnes trouve grâce de sa manière. Si vous avez la grâce de trouver un financement au début, OK. Mais quand vous n'en avez pas, le plus grand secret, c'est la passion. Quand vous avez la passion de ce que vous faites, vous le ferez avec ou sans financement pour le moment. Donc, c'est ça la petite expérience pour moi, par exemple, parce que je vous dis, ça m'a pris du temps.
Énormément de temps. Énormément du temps. Et jusqu'à maintenant, ça continue à me prendre du temps, mais c'est juste que l'étape n'est plus pareille, en fait. Ok. Parce que là, c'était l'étape des... Moi, niveau mati, Moi, level. niveau mati, ok, voilà, c'est ça. Et comme il peut, ça me toupe l'eau à bouder pour éviter tika là. Mais là, c'était avant, quand quelqu'un dit, tu es là, tu dis, ok, on va quand même se calmer, c'est tout début et tout. Donc, par là, il faut juste dire que c'est question du temps, question que les gens te connaissent, question qu'on découvre ce que tu fais, et par après, là, au moins, tu peux attirer des gens vers toi, ou bien c'est toi qui iras vers les gens, parce que quand tu lui présentes ce que tu fais déjà, avec toutes les preuves possibles, la personne se dira, si cette personne a pu croire en achetant ces trucs, ou bien en se confiant dans ses, je sais pas moi quoi, c'est que c'est une bonne chose, c'est une bonne qualité, et la personne va se lancer. Comme a dit M. Christopher, Moutako Ozwambo, on a été appelé Sayo Karaboé, il ne te connaît pas, tu ne le connais pas et tout. Il a raison, parce que l'argent vient de sa poche. Yozo, c'est la pause, oui, mais lui, il a fait sortir. Oui. Donc, Est-ce qu'ils ont là? C'est ça. Est-ce que toi-même, quand tu vas, sois sûr que ce que je fais va aboutir, que ce que je fais, c'est un bon projet. Ce que je fais, je suis sûr de moi que je ne vais pas décevoir la personne qui m'a donné l'argent. Parce que les gens qui nous donnent des financements, ils ne te donnent pas pour que tu disparaisses. Voilà. Ils te donnent et puis il va voir comment est-ce que tu évolues. Et il doit être fier de toi. Donc, c'est en fait ça ma petite contribution. Ouais. En fait. Merci beaucoup, Perside. Alors, on prend 2 questions seulement. Déjà, c'était très participatif. Vous avez posé beaucoup de questions et on va terminer avec 2 questions. Qui ont des questions? Le micro va circuler. Oui, chef, vous vous présentez et vous posez votre question en signalant la personne vers qui vous l'adressez. Oui, merci beaucoup pour la parole. C'est Christian, étudiant à l'ITBC. En fait, je pose la question à M. Christopher parce qu'il a l'idée d'entrepreneur, en fait. Imaginons ceci. On a détecté une affaire. On a pour commencer une affaire. Et on se lance aussi. Donc, je demande quelles sont, je peux dire, les valeurs qu'on doit avoir, donc les acquis qu'on doit avoir pour maintenir cette affaire-là. Parce que moi, j'ai commencé une affaire il y a pas longtemps. J'ai travaillé parce que je ne connais rien en entrepreneuriat. J'ai fait la médecine. Alors, j'ai commencé l'affaire, en fait. Et à la fin de compte, je me suis retrouvé que je faisais un cercle vicieux. Donc, il n'y avait pas de rendement. Ce que j'ai donné, c'est ce que je recevais toujours la même chose. Okay. Alors, comment faire pour tenir l'affaire? Pour que l'affaire tienne et puis que ça soit rentable, vous bénéficiez aussi de votre affaire. Et ceux avec qui vous travaillez bénéficient aussi de l'affaire que vous faites. Que ça soit rentable, que ça ne s'écroule pas, mais que ça se tienne debout et que vous bénéficiez aussi de cette affaire. C'est compris, Christian. Donc, quelles sont les valeurs pour faire tourner la machine? On va prendre l'autre question et terminer. Biologiste moléculaire, également membre de Laboria. Alors, ma question est surtout sur la création d'opportunités. Alors, Madame Goretti, je pense qu'elle avait parlé de ça. Je me pose la question de savoir, faut-il se diriger sur ce que l'on sait déjà faire, ou soit sur quelque chose qu'on sent capable de faire, mais qui a un rendement sur la société? Je prends l'exemple de Madame Perside. Elle fait de beignets. Peut-être pour mon cas, je suis biologiste moléculaire, je peux faire des beignets, exemple, qui peuvent faire peut-être descendre le pot de poids de personnes, ceux qui ont peut-être un problème, un cas majeur de la santé. Alors peut-être qu'on sait bien faire le beignet, tout le monde le fait. Mais peut-être pour l'autre cas, pour résoudre ces problèmes de santé, ça demande beaucoup de choses, beaucoup d'actions. Et peut-être étant que jeune que je suis pas peut-être vraiment cramponné avec l'entrepreneuriat. Alors faut-il s'élancer d'abord sur ce qui est plus bas, soit faut-il faire quelque chose, mais qui est plus grand aux yeux de tous. Alors j'aimerais avoir vraiment cette précision sur ça. La question est bien comprise? Je pense, si je résume, c'est-à-dire, est-ce qu'il faudrait commencer par ce qu'on maîtrise déjà ou quelque chose qui est déjà populaire et voulu par tous? C'est ça? Oui, il y a déjà des choses que tout le monde peut faire. Okay. Mais il y a quelque chose que tu sais faire plus, mais que tu ne t'es pas encore lancé. Ok, tu n'es pas encore prêt à faire. Très okay. bien. D'accord, je crois que j'ai compris la question. Vous pouvez déjà y répondre? Oui. Selon vous, la réponse, c'est quoi? Bon, j'aime faire grand. Faites-le. Non, mais maintenant, il ne faut pas oublier, en entrepreneuriat, on répond aux besoins de la cible. D'accord? Il faudrait s'assurer que même si c'est une idée géniale, ça va rencontrer le besoin de votre cible. Si les gens ne sont pas intéressés à avoir des beignets en forme de la planète Mars, ils ne vont pas acheter des beignets en forme de la planète Mars. Mais s'ils sont intéressés à avoir une expérience nouvelle, tout ça, ils vont le faire. Mais maintenant, la vérité, c'est que beaucoup de gens ont essayé des produits et des services qui n'existaient même pas encore sur le marché. Il y a eu beaucoup d'innovations comme ça, mais qui ont aussi tenu. Eh bien, je crois que c'est l'aventure entrepreneuriale. Il faudrait commencer avec un MVP. MVP, produit minimum viable, d'accord? Vous commencez avec un petit échantillon et vous testez sur le marché.
Si le marché répond positivement, vous continuez. Mais si jamais le marché vous fait comprendre qu'ils sont intéressés seulement par les beignets normaux en ligne, laissez-les à Mikate et Perside. Mais il y a aussi autre chose, c'est que vous pouvez aussi avoir une catégorie. Puisque vous êtes biologiste, on n'a pas tous la même cible. C'est pour ça, par exemple, l'un des critères pour nous de sélection de projets, quand quelqu'un vient nous voir et nous dit que mon produit répond aux besoins de tout le monde, non. On ne peut pas prendre un produit parce que tous les produits... citez-moi le produit qui est acheté par tout le monde. Les gens vont me dire l'eau. Il y a des gens qui vont toujours acheter l'eau pure parce que ça coûte 100 francs et ça coûte 500 francs. N'est-ce pas? J'ai été étudiante d'alimentation. Il y en a même qui prennent mal à la maison. Exactement. Donc, il n'existe pas un produit qui est consommé par tout le monde. Donc, le produit du tout le monde, là, c'est aussi quelque chose à revoir. Il faudrait peut-être créer déjà un produit minimum viable, un petit échantillon de votre produit, le faire tester sur le marché. Si le marché est d'accord, vous le vendez. Ou encore, essayez alors de voir une cible bien précise. Par exemple, la cible qui a des problèmes de santé. Il y a une entrepreneur comme ça, je ne vais pas faire de publicité, mais qui a créé des galettes, en fait, si vous voulez son nom, je peux vous donner, qui a créé des galettes qu'on a accompagnées par un génie. Il dit, mais ces galettes étaient pour des personnes diabétiques. Et donc, les gens achetaient ça. Sa cible, c'était vraiment les personnes diabétiques et ça marche. Elle a mélangé un peu tout ce qu'elle a appris. Vous voyez un peu. Donc, faites tester votre produit avant de le lancer. Mais notre force, c'est ce qu'on a que les autres n'ont pas. Si ce n'est pas en entrepreneuriat, utilisez alors pour trouver de l'emploi. En emploi, notre valeur ajoutée en termes de force joue un rôle. En entrepreneuriat, on contente un public, d'accord? C'est vrai qu'on contente aussi en emploi. Mais en emploi, le fait d'être un peu plus différent, ça attire. La stratégie au début n'est même pas d'être le meilleur employé. C'est d'être l'employé qui se fait le premier remarquer. Moi, c'est ça que j'ai toujours fait, perso. Donc, utilisez votre force pour vous faire remarquer, même si vous êtes moins bon que les autres. Si on vous remarque en premier, c'est vous qu'on va apprendre. Ensuite, développer des compétences. Je pense que vous êtes très satisfait parce que c'était richissime. On a même applaudi à côté. Ouais, nous avançons vers la fin de notre émission d'aujourd'hui. Quelles sont les valeurs pour faire tourner sa boîte? Notre frère, au fond, Christian, ne fait que tourner en rond. J'ai envie de dire, c'est difficile de répondre à cette question sans avoir les données de l'entreprise. Parce que ça peut être un problème du marché, c'est-à-dire que vous êtes sur un marché qui est petit. Ça peut être un problème de vous qui communiquez mal sur le marché. Ou vous communiquez, quand je dis mal, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à adresser les vrais points qui font que les gens achètent pour que vous puissiez avoir suffisamment de chiffre d'affaires. Ou alors, le problème, ça peut être le produit. Ou encore, le problème peut être la gestion. Peut-être que vous gérez mal. Moi, je connais des boîtes, même secteur, une fait 500 000 de chiffre d'affaires, et puis en perte. Et puis il y a une autre qui fait 200 000 de chiffre d'affaires, mais qui fait un bénéfice de 50 000. Vous voyez ce que je veux dire? L'autre fait moins, mais n'a pas de perte. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, il y a un problème de gestion. Ce qu'il faut retenir, moi j'ai envie de dire, par rapport à l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a deux grandes étapes. La première étape, c'est quand on n'a pas encore fait valider son produit sur un marché. Il faut d'abord trouver le moyen de faire valider ce produit-là. Vous avez une idée, vous avez une idée du prix, vous avez une idée des clients en face. Vous devez réussir à vendre un certain nombre d'articles ou de services pour vous dire est-ce que les gens veulent de ça. Ça, c'est le premier élément. Et à ce niveau-ci, pour essayer de répondre aussi au monsieur, c'est de dire qu'un entrepreneur, ce n'est pas un artisan. Ce n'est pas parce que vous savez faire la cuisine que vous devez forcément cuisiner. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je n'ai jamais préparé un poulet de ma vie. Jamais. Ma femme, si elle nous suit, elle est témoin. Je n'ai jamais préparé un poulet de ma vie, mais chaque année, on vend des milliers de poulets par an. Des milliers, voire même des dizaines de milliers par an avec notre restaurant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut faire la différence entre l'artisanat et l'entrepreneuriat. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui bâtit un système. Même si je ne sais pas préparer, je peux trouver quelqu'un qui sait préparer que je vais mettre là. Moi, mon rôle, c'est de créer le système qui conduit à générer les ressources. C'est ça mon rôle. À partir du moment où le modèle est validé, maintenant vous avez la deuxième étape, c'est l'étape de la croissance. Et là, il y a beaucoup de moyens, beaucoup d'astuces. Malheureusement, on n'a pas le temps pour développer son chiffre d'affaires. Parce que pour moi, comme entrepreneur, j'ai envie de dire, quand on a quitté ça, le minimum, ça doit être 100 000 balles par an.
On doit avoir ça en tête. 100 000 minimum par an, minimum 8 000. En tout cas, partout où je passe, quand j'ai l'opportunité de parler des entrepreneurs, c'est ce que je dis. Et c'est possible. Et puis donc, il y a 15 millions d'habitants, plus ou moins. Donc, c'est une grande raison. Insertion professionnelle et entrepreneuriat à Kinshasa. Est-ce que notre ville est une aubaine d'opportunité? La réponse a été donnée. Est-ce que vous avez été satisfait? On peut avoir la réponse avec vos applaudissements. Merci d'avoir suivi l'émission d'aujourd'hui, YouJob, les talk show, avec 3 vaillants intervenants. Christopher Mukoka, CEO de Beto Group, Perside et Linda, CEO de Mikate by Perside, et Goretti et Kat de Ingenium City. Merci aux partenaires qui nous accompagnent pour cette émission, Sodeco, le partenaire phare de l'émission Kelo Bantou, mais également au restaurant Marcus. Je vous dis, ces beaux cadres que vous voyez dans les images, c'est le restaurant Marcus à Kinshasa, dans la commune de la Gombe, sur le boulevard du 30 juin. Donc, on ne peut pas vraiment se tromper entre Royal et Batete là. Merci en tout cas pour cet accompagnement riche et merci à tous ceux qui ont participé. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau rendez-vous et une nouvelle thématique. Mais n'oubliez pas les rendez-vous hebdomadaires chaque mardi à 19h.